Aujourd'hui, on continue notre série sur les cracks. Aujourd'hui, on parlera du prix de l'incertitude. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. J'espère que vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo en pensant, en espérant avoir la réponse à la question de savoir quand est-ce que la baisse va s'arrêter, est-ce que ça va continuer. Je n'aurai pas la réponse à ces questions-là. Et en fait, personne n'a la réponse à cette question. Donc, arrêtez de chercher. Chaque fois que les marchés chutent, une quête désespérée commence. Tout le monde veut trouver quelqu'un capable de répondre à des questions comme quand ça va-t-il remonter ou jusqu'où ça va-t-il descendre. Si vous le faites, arrêtez. D'accord? Soyons honnêtes, personne n'a de boule de cristal. Les marchés, tout comme la vie, sont imprévisibles. Pourquoi vous pensez que ça va être différent sur les marchés financiers? C'est la même chose. Parce que les opérateurs de marché, c'est qui? C'est vous, moi, c'est monsieur et madame, tout le monde. Des êtres humains. Enfin, il y a également des robots, mais voilà. Enfin, des robots, entre parenthèses. Donc, les marchés, tout comme la vie, sont imprévisibles. Et pourtant, cette course effrénée vers la certitude pousse souvent les investisseurs à adopter des comportements contre-productifs. Par peur, on vend au pire moment. Par espoir, on revient trop tôt, espérant saisir le rebond parfait. Dans les deux cas, vouloir à tout prix contrôler l'incontrôlable finit généralement par se retourner contre nous. Alors, pourquoi c'est important? L'incertitude n'est pas votre ennemi. C'est votre façon d'y réagir qui peut le devenir. Quand les investisseurs cherchent désespérément des réponses là où il n'y en a pas, ils tombent dans des pièges classiques. Ils se laissent séduire par des prédictions audacieuses, mais infondées, prennent des décisions impulsives, dictées par l'émotion ou sacrifient des stratégies solides à long terme pour un semblant de confort immédiat. La clé d'un succès durable ne réside pas dans la capacité à deviner l'avenir, mais dans l'art de naviguer avec assurance dans un monde incertain. Et je vous ai toujours dit une chose, investir, en tout cas faire du stock picking à long terme, c'est plus un art qu'une science exacte. OK? Et pour ça, on mettra en lumière aujourd'hui ou en valeur un livre très important qu'on appelle Investing the Last Liberal Arts. Franchement, pour ceux qui vont décider d'acheter ce livre-là, il faut déjà avoir une base assez solide en matière d'investissement, en matière de stock picking. Donc, commencer par l'investisseur intelligent, le security, quoique security analysis, c'est un peu trop costaud. L'investisseur intelligent, la chose la plus importante, système 1, système 2. Après, vous pourrez arriver sur celui-ci. C'est un tout petit livre, il n'est pas très long, mais en fait, il n'y a pas de calcul, ça parle d'investissement, mais de la façon la plus philosophique possible. Et moi, je pense que c'est la meilleure façon de parler d'investissement à long terme. C'est la meilleure façon de parler de stock picking. Les formules mathématiques, etc., ça ne vous prend pas un mois pour à peu près avoir l'idée générale. OK? Mais ça prend toute une vie. Ah oui, ça prend toute une vie pour maîtriser cet art-là. L'art d'investir. OK? Donc, pour revenir ici à notre sujet, c'est la raison pour laquelle quand moi je parle de crack ou ce genre de choses, je reviens toujours à la même chose, on parle beaucoup de psychologie dessus. Ok? Le sujet est le même, mais vu de différentes manières. Donc ne vous attendez pas un jour ici à ce que je vous annonce les mauvaises nouvelles, etc. Ce n'est pas mon rôle. Ok? Moi je suis un optimiste pur et dur, de manière générale ici, et tout simplement parce que l'optimisme à long terme a toujours payé. Peut-être que nous serons les premiers à se rendre compte que ça ne paye plus. Mais c'est un choix que j'ai choisi, c'est un choix que j'assume, on va le dire comme ça. Donc on continue. Alors, plutôt que de courir après des certitudes illusoires, mieux vaut développer une discipline qui vous permette d'agir sereinement, même sans savoir de quoi demain sera fait. Comment? Eh bien, c'est simple. En mettant en place un processus ou bien des process clairs et en s'y tenant, en réévaluant régulièrement votre horizon de temps et votre tolérance au risque et en privilégiant la qualité de vos décisions plutôt que l'exactitude de vos prédictions. Quand je parle ici, parce que comprenez-moi bien, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être comprendre ça d'une autre façon, j'aimerais juste préciser les choses. Quand je parle ici d'horizon de temps, en moyenne sur ma chaîne, vous avez à peu près 40, la tranche d'âge, la majeure partie des abonnés est en dessous de 40-45 ans. Okay? Mais on a quand même une partie aux alentours de 65 ans et plus. Donc vous comprenez que leur horizon de temps n'est pas la même que vous. Vous avez peut-être ici, disons, 20 ans, 25 ans, 30 ans devant vous. Eux, ils ont peut-être bien moins de temps. Donc, quoi on appelle ça? Les,
les objectifs financiers ne sont pas les mêmes. Les impératifs ne sont pas les mêmes à court terme. OK? Eux, ils ne peuvent pas peut-être se permettre de se projeter au-delà de 10 ans. Ils ont peut-être besoin ici de rendements très élevés à court terme. Bref, c'est un mix de plusieurs éléments, plusieurs éléments qui vous permettent ici qui vous permet ici de revoir votre horizon de temps. Certes, je dis toujours ici aux gens, c'est facile de dire que je suis un investisseur à long terme. La vie est imprévisible. Demain, ici, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps à passer sur Terre. Et donc, comment on dit ça? Vos priorités ne seront plus les mêmes. Peut-être que je vais choisir ici liquider certains investissements pour faire le tour du monde ou ce genre de choses. C'est important. Parce que le plus important la nuit, à la fin de la journée, c'est d'être en accord avec ses propres principes. OK? Donc, quand je parle ici de réévaluer son horizon de temps, je fais allusion à ces éléments-là. OK? La tolérance au risque peut changer. Si vous avez un enfant, 10 enfants, 40 enfants, ça sera peut-être différent. Vous voyez ce que je veux dire? Et en privilégiant la qualité de vos décisions plutôt que l'exactitude de vos prédictions. Vous savez, je dis toujours une chose, je ne cherche pas à avoir précisément raison. Je veux avoir le moins tort possible. OK? Donc, si je me rends compte que l'investissement que j'ai présentement sous les yeux peut être très risqué, mais que le potentiel de gain peut également être très élevé ici, quand bien même je n'ai pas toutes les informations nécessaires, je peux allouer une petite partie de mon portefeuille. OK? Tout en sachant que ça pourrait mal se passer, mais c'est un risque que je choisis assumer. Donc, je ne cherche pas à avoir exactement raison, mais le moins tort possible. Et pour moi, le moins tort possible, c'est d'avoir au moins la possibilité de récupérer ma somme de départ. Donc, la véritable confiance ne vient pas de la divination, mais de la préparation. La préparation. OK? Posez-vous cette question. Est-ce que je cherche du réconfort dans des prévisions ou est-ce que je renforce ma capacité à agir rationnellement même sans savoir ce qui m'attend? Et je reprécise encore. Quand je dis est-ce que je cherche du réconfort dans des prévisions, ça veut dire essentiellement ici, est-ce que je cherche à... Comment on dit ça? Est-ce que je m'adosse essentiellement sur des éléments que je n'ai peut-être pas vérifiés? Parce que les prévisions, c'est bien. Mais si je ne sais pas ce qui est inclus à l'intérieur, ça, c'est un problème. OK? Ou est-ce que je renforce ma capacité à agir rationnellement, même sans savoir ce qui m'attend? Quand je parle ici de capacité à agir rationnellement, ça veut dire ici que je reconnais que je peux faire des erreurs. Deuxièmement, je reconnais également que je n'aurai pas toutes les informations avant d'investir sur une entreprise. Et comme je dis souvent ici, on connaît généralement mieux une entreprise quand on a déjà mis de l'argent dessus. Parce que ça nous force à creuser un peu plus. Et très souvent, quand vous avez une thèse d'investissement optimiste, il faut essayer de la déconstruire. Bon, vous savez que j'ai des actions de Téléperformance. Mais même si Téléperformance va à zéro, et je parle de ça comme ça, je ne vous demande pas d'en acheter, mais même si Téléperformance va à zéro, ça ne m'empêchera pas de dormir la nuit. Ça n'aura vraiment pas un effet massif sur mon portefeuille. Ça représente moins d'1%. OK? De telle sorte même que je peux me permettre de même pas lire les rapports financiers de Téléperformance à chaque fois qu'ils sortent. D'ailleurs, je ne l'ai même pas encore fait, pour vous dire la vérité. Peut-être que je le ferai peut-être à partir du 4e trimestre par là, pourquoi pas. Ma thèse d'investissement sur Téléperformance est simple. On quitte une entreprise qui est en train de consolider un secteur d'activité vers un marché, un secteur d'activité qui va... Enfin, je ne dirais pas qu'il est mature, dans lequel il va avoir un certain attentisme parce que le marché est en pleine transformation. Tout le monde pense que l'intelligence artificielle va avoir tendance à remplacer tout ce que Téléperformance fait. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. OK? Mais également, je reconnais que je peux me tromper. Et donc, pile, je gagne. Face, je ne perds pas beaucoup. Et quand je dis pile, je gagne, ça veut dire que je peux tripler ma somme de départ ou doubler ma somme de départ sur un horizon de 5 ans. Face, je ne perds pas énormément. Ça veut dire ici que même si mon investissement va à zéro, ça n'aura pas un impact massif sur mon portefeuille. Voilà le genre je n'aime pas parler de pari, mais voilà le risque que j'ai choisi d'assumer sur Téléperformance. OK? Mais je ne m'assois pas juste et dis, OK, ça va remonter. Non, je regarde qui sont nos clients, comment est-ce qu'ils se comportent par rapport aux produits que Téléperformance propose. Et je vois également ici que les clients, il y a une chose qui est sûre, l'externalisation n'est pas faite pour s'arrêter. Mais il y aura une pression sur les marges.
Mais les premières entreprises à souffrir seront à peu près des entités de petite taille, très faibles. OK? Et donc, ça va peut-être réduire la taille du marché potentiel. Mais d'un autre côté, ça pourrait être un levier supplémentaire pour Téléperformance si elle arrive à avoir une expertise dans ce segment-là. Et expertise, c'est possible. Parce que tout, c'est une question de coût du capital, coût du travail. D'accord? Bref, c'est ma thèse d'investissement. Je reconnais également que je peux me tromper et donc j'agis en conséquence par rapport à la pondération dans mon portefeuille. OK? Donc la réponse pourrait bien... Donc comme on dit ici, je répète les questions, je vais juste reposer les questions. On va dire ceci. Est-ce que je cherche du réconfort dans des prévisions ou est-ce que je renforce ma capacité à agir rationnellement même sans savoir ce qui m'attend? La réponse pourrait bien éclairer votre prochaine décision d'investissement. En guise de conclusion, pour investir, nul besoin de certitude. Je ne sais pas, vous n'aurez jamais toutes les réponses. Ça ne sert à rien de savoir si Google Search va disparaître ou pas. On reconnaît aujourd'hui qu'il y a un problème à ce niveau-là. Les datas montrent que tout va bien. Mais en observant à peu près notre façon d'utiliser Google Search, on se rend compte que bon, ça a changé. OK? Mais est-ce que Google est en train de... comment dire ça? Est-ce que l'entreprise travaille pour garder son leadership? Oui, elle le fait. À quoi ça va ressembler demain? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un risque que je choisis d'assumer? Oui. Est-ce que j'ai une marge de sécurité? Je pourrais me dire, ça pourrait être... Parce que YouTube, YouTube pour moi, a une énorme valeur. Deuxièmement, vous avez des éléments comme Waymo ou bien Google Cloud qui peuvent également être bien valorisés. Donc, Google Search pourrait se mettre ici à décliner, mais d'ici à 20 ans, je pense que les gens utiliseront encore Google Search. Après, je peux me tromper. Et donc, c'est un risque que je choisis d'assumer dans mon portefeuille. Même si, il faut le mentionner, Google Alphabet représente plus que 5% de mon portefeuille. Je répète, Alphabet représente plus que 5% de mon portefeuille. Comme je le dis toujours ici, quand j'ai une entreprise en portefeuille, mon rôle est de vous dire que je la détiens. Parce que je peux avoir un raisonnement biaisé. Je ne m'assois pas ici pour vous dire « Oh, je gagne de l'argent sur Alphabet ». On s'en fout littéralement si j'ai triplé ou quadruplé mon capital dessus. OK? Le plus important, c'est de savoir à peu près quelle est ma thèse d'investissement ici derrière et quelle est la responsabilité qui est mienne quand je fais l'analyse d'une entreprise pareille. Parce que si j'ai du Total Energy, je serai optimiste. Et vous pouvez même voir, si vous avez une entreprise en portefeuille, vous avez tendance à être très optimiste. Pourtant, peut-être que vous êtes en train de vous tromper. Et donc, il faut déjà reconnaître, et votre rôle, si vous êtes un YouTuber qui écoute cette vidéo, votre rôle est avant tout de mentionner que vous détenez l'entreprise en question. Même quand un analyste fait quoi qu'ils n'ont pas le droit de détenir les entreprises en question. OK? Parce que oui, les analystes n'ont pas le droit de détenir des entreprises qu'ils suivent. Ils peuvent détenir des ETF, mais ils n'ont pas le droit de détenir des entreprises qui suivent ou bien les entreprises que leur boîte a tendance à suivre. C'est comme ça. Donc pourquoi on le fait? Tout simplement parce qu'on veut absolument que leur raisonnement ne soit pas biaisé. Mais bon, ça ne veut pas dire ici que leur oncle ou bien leurs parents n'ont pas ces actions-là en portefeuille. Donc, pour bien investir, parce que je suis pris par le temps, j'ai un live tout à l'heure pour les abonnés de mon service d'accompagnement. Donc, je rappelle ici, pour ceux qui veulent avoir accès, en description de la vidéo, vous avez accès ici à la top newsletter. Donc, on va prendre ici, disons, 5 secondes pour remercier tous ceux qui vont s'abonner. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, vous avez le service Top Premium ainsi que le pack du débutant qui est également inclus dans le service Top Premium. En tout cas, c'est à vous de voir lequel vous intéresse. On termine donc notre sujet d'aujourd'hui. Donc, pour bien investir, nul besoin de certitude. Ce qu'il faut, c'est un processus limpide, une résilience émotionnelle. On revient encore dessus. Une résilience émotionnelle à toute épreuve et l'humilité d'admettre. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais comment je vais y faire face. Excusez-moi. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais comment je vais y faire face. C'est très important. C'est là que réside la vraie force d'un investisseur. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. OK? Dites-moi en commentaire ici si c'est quelque chose qui vous semble rationnel, cette façon de penser. Ou bien également, en commentaire, dites-moi à peu près
par rapport au crack, qu'est-ce qui vous fait peur littéralement? J'ai écrit crack avec S. Je me rends compte. Je vais enlever ça ici. Dans tous les cas de figure, qu'est-ce qui vous fait peur littéralement sur les marchés financiers? Parce qu'il faut qu'on parle des peurs ici, des craintes aujourd'hui que vous avez. OK? Ne me parlez pas des tarifs, s'il vous plaît. Ce truc-là, ça va durer 4 ans ou même 8 ans, mais ça, à long terme, c'est pas grand-chose. Ça peut avoir un impact, etc. Mais c'est surtout pour négocier parce que ça n'est pas... Qu'on se dise la vérité, c'est pas quelque chose... Ça peut entraîner des problèmes supplémentaires au niveau de l'économie américaine. Donc, c'est juste une façon de négocier. Donc, ça ne sert à rien d'en parler. Je sais qu'on me demande beaucoup ici de parler des tarifs, etc. Mais je n'en parle pas. Ça ne sert à rien. On demande à attendre quoi? Le 2 avril? Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. On me demande d'attendre le 2 avril 2025 parce qu'il y aura des annonces extraordinaires de la part de Trump concernant les tarifs. Bah, si tu regardes cette vidéo après le 2 avril 2025, laisse-nous savoir, ou bien le 2 avril 2026, ou bien le 2 avril 2030, laisse-nous savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé. Je reste optimiste. Et donc, pour moi, ici, ça ne me dérange je dis bien absolument pas de continuer à être optimiste sur les marchés américains et ne pas parler de tarifs ici parce que je pense que les tarifs sont là plus de manière temporaire. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et ça ne veut pas dire que les entreprises que je possède, je ne vais pas essayer de voir quel peut être l'impact des tarifs ici et m'ajuster en conséquence. On revient ici à la marge, histoire d'avoir ici une marge de sécurité supplémentaire. Bref, je suis en retard. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez la top newsletter ainsi que le service top premium pour ceux qui veulent aller plus loin. Merci, au revoir.